Salut à toutes et tous, c'est Jeff. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, je suis joie, je suis bonheur puisque j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Romain du duo du groupe Mojo qui a fait au début des années 2000 un titre interplanétaire qui s'appelle Lady Hear Me Tonight. Voilà, donc les plus anciens comme moi connaissent, et bien les plus jeunes, vous irez découvrir ce titre que vous avez sûrement dû entendre au cours de votre même courte existence. Voilà, donc avec Romain, on a parlé un petit peu bien de ce qui s'est passé début des années 2000, de son parcours. On a parlé chaîne du disque, de l'ensemble des maillons pour réussir un tel projet. Nous avons parlé aussi de la place de l'artiste par rapport à l'œuvre. Nous avons parlé aussi de l'intelligence artificielle. Nous avons parlé de business. Nous avons parlé de la place de l'art. Bref, une rencontre et des échanges assez philo, on va dire. Voilà, mais très passionnant. Merci encore Romain de t'être prêté au jeu, d'être venu jusqu'ici et puis de nous permettre de découvrir un petit peu ce parcours et au final quel artiste tu es. Voilà, merci encore et donc je vous laisse découvrir cette interview. Salut à toutes et tous, c'est Jeff. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, j'ai le plaisir de recevoir ici même à la cabane à son Romain du duo de Mojo. Voilà, donc vous connaissez sûrement le tube Lady Hear Me Tonight, paru en 2002. 2000, ok. Paru en 2000 et donc qui a fait danser la planète entière. Donc Romain, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, Julien. Et de venir un petit peu nous parler de ton parcours, de ce que tu as fait. Alors, Mojo est né comment ? J'étais dans une école de jazz. J'avais 20 ans, quelque chose comme ça, 20 ans, ouais. Et j'ai rencontré Yann, qui était dans cette école également. On était tous les deux en train d'apprendre le jazz. Moi j'étais inscrit comme guitariste et lui comme pianiste et batteur. Et puis je commençais de mon côté à faire de la musique sur ordinateur, musique électronique à la maison. Ordonnancé, rationnel, etc. Ouais. Et à côté, il y avait le jazz, donc école d'improvisation et compagnie. Et c'est en mélangeant un petit peu ces deux approches avec Yann, on a commencé à composer, à mettre des choses sur le papier, dans l'ordi, faire des concerts, faire vivre des compos et tout. Et puis au bout d'un moment, assez vite, il y a eu des chansons qui sont arrivées. D'accord. Alors toi, juste avant ça, ça a été quoi le déclencheur pour toi de prendre un instrument ? Ah, alors bien avant. Ouais. La toute première fois, c'était quand j'étais petit, quand j'avais quelque chose comme 10 ans à peu près, mais bon, je m'en rappelle pas exactement en fait. Et ma mère m'avait inscrit à des cours de piano, et j'avais pris quelques cours de piano, puis une tante de ma mère m'avait donné des cours de piano. Bon, ça m'avait intéressé, mais le solfège, le côté un peu trop allez, il faut bosser, il faut apprendre à déchiffrer, tout ça c'était pas à l'époque pour moi. Et c'est un peu le problème de l'enseignement de la musique. Voilà, pour les mômes, côté... moi j'ai eu la même problématique avec la flûte à bec. Ouais. Voilà, fallait faire du solfège et tout ça, et c'est... Mais pour en avoir discuté avec quelqu'un qui enseigne dans un conservatoire, elle m'a dit qu'apparemment l'approche aujourd'hui a évolué. Ouais, un peu évolué. Ouais. Il paraît qu'on laisse spontanément maintenant les mômes aller vers les instruments. Ouais. Et qu'il y a cette approche par la texture, par l'instrument, par le son, les couleurs. L'expression de ce qu'on a envie de faire. Alors, t'as des gamins apparemment qui vont prendre les trompettes, d'autres, machin, et ils font ce qu'ils veulent, et puis ça vient après. Ce que je pense vraiment bien. Ouais. Et donc voilà, moi plus tard, donc à l'adolescence, j'ai eu envie d'avoir une guitare électrique et faire beaucoup de bruit
bon ado, bien rebelle et tout. Et du coup, mes parents m'ont dit, ok, mais bon, t'apprends en premier à jouer de la guitare acoustique et on verra l'électrique après. Donc, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait. D'accord. Donc rapidement, t'as une vingtaine d'années, t'es à l'American School. Voilà, American School of Modern Music, qui aujourd'hui correspond à 2 entités. Le collège de profs de l'époque qui a fondé son école qui s'appelle l'IMEP. D'accord. Et à côté, l'American School qui continue. D'accord, ok. Donc tu rencontres Yann, et voilà, c'est la question que tout musicien aimerait savoir, est-ce qu'il y a une recette magique pour sortir un tube comme ça? Ou est-ce que c'est venu un soir avec un verre de trop est-ce que vous avez samplé un bout d'un titre de Chic? C'est ça? Ok. Et donc, voilà, comment on en arrive là, en fait? Parce qu'on a tous envie de faire un tube. On est bien d'accord. Ah, je pense que moi j'ai des idées assez spéciales là-dessus. Je pense que tu as répondu à la question. Tu dis on a tous envie. C'est une question qui se pose. Vraiment, est-ce qu'on a vraiment envie? Tu vois, et je pense qu'il y a beaucoup de fois, parce que l'idée c'est quand même en général de se demander ce qu'on fait, pourquoi, et dans la suite on arrive assez vite à savoir comment le faire. Ça paraît simple, mais je pense que c'est pas mal de ralentir la réflexion le plus possible et d'essayer d'être vraiment pleinement conscient de ces 3 étapes-là. Et donc ouais, l'envie, c'est hyper important. Puis l'envie, c'est assez vite l'envie l'envie en 2 mots. Donc pour qu'une œuvre prenne vie, si on est mystique et tout ça, machin, pour qu'il y ait cette naissance, je pense qu'il faut en avoir envie, mais vraiment, quoi. Donc ça, ça peut être à la fois mystique ou darwinien, ou j'en sais rien, mais je crois que c'est fondamental que d'avoir cette approche de l'essence de ce qu'on fait. Du coup, qu'est-ce que c'est qu'une œuvre? Qu'est-ce que c'est qu'une œuvre qui fonctionne? Voilà, pour moi, en 2 mots, si pour le coup j'accélère un petit peu le truc, la musique c'est quoi? C'est de l'art. L'art, c'est un discours métaphorique, et c'est également l'expression d'un idéal esthétique. Donc il faut pour moi les deux, la dimension discursive métaphorique, et puis un idéal. À partir de là, voilà, qu'est-ce que j'ai à dire, à qui, pourquoi, etc. Quelle est la vision? Voilà, et quand on se plonge dans ça, et que en fait on en a besoin assez vite, il y a quelque chose qui doit sortir, quoi. Et donc à mon avis, ce qui est important, là je parle donc pour le compositeur, parce que c'est toute une chaîne évidemment. Si la question c'est comment est-ce que ça sort, bon, ça c'est plus tard, mais dans l'accueil de l'entité, je pense que le compositeur a une envie brûlante, tu vois. Il y a un moment, il y a un truc, enfin on a tous, je sais pas, quand on est musicien, on a tous, ça peut être sous la douche, en voiture, ça peut être, on fait un rêve, ça peut être vraiment plein de choses. Au bout d'un moment, on ne sait pas pourquoi, il y a une sorte d'idée qui nous trouve, charge à nous, et littéralement de lui donner vie. Moi je pense qu'il faut s'écouter, il faut se dire ok, là il y a un truc, ok, pourquoi cette mélodie est tout le temps dans ma tête et tout, il y a peut-être quelque chose, ok, qu'est-ce qui me plaît là-dedans, ok, et puis accueillir ce truc là comme voilà, un truc qui doit prendre vie plus tard. Ensuite évidemment que c'est une chaîne, donc est-ce que c'est instrumental seulement, ou est-ce qu'il y a du chant, est-ce qu'il y a des paroles, quelle est la forme des choses? Tout ça
ça peut être encapsulé dès le départ Ouais. ou venir après. Évidemment qu'il n'y a pas de, pour moi, à mon avis, il n'y a pas de recette. Mais la chose importante, c'est d'être totalement sincère. Ouais. Et totalement dans l'écoute. Et alors évidemment, mais alors mille fois, pas dans les postures. Bien douter, quoi, en gros. Se dire, ok, ça, pourquoi, ça je recherche, ça je ressens, ok. Ouais. Mais je vais faire ça parce qu'il faut, ou parce que je vais avoir l'air de... Enfin, ça c'est poubelle. Ouais. Donc en gros, si je comprends bien, le titre est arrivé assez naturellement. C'est-à-dire que vous êtes pas dit, tiens, on va... Comme je fais exprès de dire, voilà, c'est parti d'un sample, mais en fait, c'est pas forcément parti d'un sample. C'est parti vraiment... La chanson était déjà là, quoi. Et le sample a été le moyen, comme un instrument, pour pouvoir mettre en musique ce que l'idée même de base. En fait, c'est-à-dire que ça s'est fait en 2 temps. En gros, il y a eu un temps qui était un temps, je dirais, inconscient, à savoir que moi, je travaillais je travaillais une matière qui était faite du sample de Soup for One de Chic, qui était faite d'une basse que j'avais composée et puis enregistrée, qui était faite de synthé, de rythmique, bref, une structuration de l'œuvre qui effectivement incorpore un sample. Et ça, je le faisais parce que j'étais à l'époque aux premières loges pour voir le succès et puis l'explosion du groupe Daft Punk et de la French Touch, du fait que je faisais de la musique avec Paul, le petit frère de Guy Manuel, un des 2 Daft, et que je voyais ça, je voyais ce que Guy Man faisait, Thomas aussi et tout, et évidemment qu'avec Paul et avec Romain Séo aussi, on était complètement... on hallucinait de voir cette énergie, cette époque-là et tout, et c'était vraiment complètement incroyable. Ce mouvement... Ce mouvement, de voir que les gens dansaient, que... Moi, personnellement, comme j'étais pas vraiment fan de musique électronique avant ça, le fait de voir l'explosion de la house music, c'est quelque chose qui m'a plu parce qu'il y avait une dimension plus chaude que dans la techno par exemple, qui me plaisait moins, qui était plus pour moi froide, mais voilà. Et comme je viens plus du rock et du blues et tout, et du coup c'est évidemment quelque chose qui m'a beaucoup plu parce qu'il y avait une possibilité d'expression. Et je voyais cette effervescence là, moi aussi, je me disais ok, j'ai envie de dire quelque chose, je savais pas encore quoi. Mais en tout cas, j'étais dans le travail de la matière. Avec mon instru, avec mes choses, machin, mon studio et compagnie. Et puis plus tard, j'ai eu un moment, je crois que il y a eu un moment où, un peu après, je me suis dit tiens, voilà, j'ai tout ce travail là, machin, mais qu'est-ce qu'on va en faire et tout. Je mettais un petit peu ça de côté. Puis un matin, je me suis réveillé, en fait, j'avais fait un rêve, j'avais entendu la chanson dans mon rêve. D'accord, ok. Et là, je pense que le plan conscient, si tu veux, remontait à la surface et me disait, bon, voilà ce que tu as envie de dire, d'exprimer comme message singulier, c'est ça. Alors pourquoi? Les raisons personnelles et tout. Mais c'est finalement pas hyper important. Ce qui est intéressant, c'est que il y a un moment où l'idée vient et il y avait ce travail, en tout cas dans cette géométrie-là particulière de travail, il y avait un travail de matière, il y avait un travail de recherche, comme je sais pas, quelqu'un qui ferait de la poterie ou paradoxalement, alors que je peux être assez cérébral, là j'étais dans de la manipulation de texture, de matière et tout. Et puis un matin, il y a eu ce rêve avec la chanson que j'entendais et tout machin. Et puis là, j'ai appelé Yann en lui disant, écoute, ramène-toi direct. Et t'as entendu la mélodie vocale? Ouais. C'est ça. Ouais. Parce que elle est imparable.
Enfin, voilà, moi je me souviens, je bossais à l'époque en maison de disques, j'avais mon label indépendant, et on m'avait filé le CD single, et je l'ai écouté, et j'ai fait, mais putain, quel titre, quoi. Non, mais parce que, voilà, il y a des bons titres, il y a des titres qui t'apprivoisent après plusieurs écoutes, et après t'as des évidences, des trucs que t'as entendu toute ta vie, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et je trouve pas ça étonnant, en tout cas, que la mélodie soit venue comme ça. Ouais, ben, l'évidence, c'est si on réfléchit à ce qu'est l'expression, on revient au début à la dimension discursive, un discours, c'est une évidence, et c'est aussi une part d'indicible et d'incommunicable. Par définition, deux personnes ne peuvent pas complètement se comprendre. Jamais. Mais il y a... C'est vraiment entre les deux, quoi. Il y a aussi une dimension d'évidence. Il y a des critères qui sont objectivement évidents. Est-ce que je parle fort? Est-ce que je parle... Enfin, voilà. Et effectivement, il y a, je pense, je dis pas qu'on doit rechercher, quand on est du côté créateur, on doit rechercher nécessairement des choses complexes ou machin. Pourquoi pas? Mais là encore, il n'y a pas de posture, il n'y a pas de machin. Il faut juste être sincère et tout. Et en revanche, cette dimension d'évidence, il faut la rechercher. Je pense que nous, comme en tant que professionnels, on doit faire un tri tout le temps. Ce qui nous aide aussi à faire ça, bah, c'est le travail de la quotidienneté, c'est le travail de la main, de l'artiste, comme dit Paul Valéry, égal et rival de sa pensée. Et je pense qu'en bossant tous les jours, on revient au travail de la matière, et ben au bout d'un moment, le corps sait où il va. Exactement. Et puis on est capable aussi d'accepter ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Exactement. Et puis c'est pas, quand on fait les choses moyennes, c'est pas pour autant que ça sert à rien. C'est du bloc-notes, c'est du boulot. On a travaillé sa main, ok, je mets ça de côté et tout. Tu sais pas pourquoi, au bout de 3 mois, tu fais un truc, t'es là. Putain, c'est bon ça. Et tu fais écouter autour de toi et les gens sont là, genre. Mais d'accord, c'est bien ce que. Mais ça, c'est. C'est ça que je veux entendre. C'est drôle ce que tu dis, parce qu'en fait, j'avais lu un truc sur Eminem qui disait, à ce qui paraît, il bosse, il a toujours des carnets sur lui, il note. Et donc, je crois que c'était Dre ou Rick Rubin qui lui avait dit, mais tu t'en sers pour les chansons? Il dit non. Je note. Je travaille. Exactement. Je travaille, je suis dans le process de m'exercer, d'être toujours dans cette quête. C'est clair. Mais non, entièrement d'accord. Et c'est vrai que je pense que c'est la partie la plus difficile pour un artiste, c'est d'être constamment dans cette recherche et donc constamment dans le travail. Ouais, et en même temps, c'est quand on est profondément artiste, je pense qu'on n'a pas le choix, quoi. Parce qu'en fait, on est tout le temps. Parce qu'il y a toujours un truc qui travaille, quand on est tout le temps en cuisine, on est tout le temps. Il y a cet inconscient qui est un staccanoviste et qui, quoi qu'on fasse, H24, est tout le temps en train de mouliner, d'interpréter, de distordre ce qu'on voit, ce qu'on ressent, et puis d'amalgamer. Bah, l'amalgame, c'est quoi? C'est un mélange, c'est une sauce. C'est un peu faire notre truc aussi. Et puis d'être toujours dans la projection du prochain titre, voilà, on en a fini un, bon bah c'est bien, ok, bon, on est déjà sur autre chose, quoi. Ouais, ça, je pense que y a pas le choix, de toute façon. Oui, puis de toute façon, je pense que c'est même pas une question de choix, je pense que, comme tu le disais à un moment, c'est une question de naturel. C'est le temps s'arrête jamais, et on est toujours un peu à courir après le temps, ou contre le temps, ou après, tout dépend comment on joue avec. Mais le temps est une donnée importante, je pense. Ouais. Alors ensuite, pour essayer d'avancer un petit peu par rapport à ce côté très confortable, parce que après coup, expliquer comment on a fait, c'est à mon avis assez facile. Mais ce que je veux dire, c'est que à mon avis, ça, c'est hyper important, ce travail de la main, ce travail du quotidien, ce travail de recherche, d'écoute, de sincérité, sentir cette évidence-là et y aller à fond des trucs. Mais il n'y a pas que ça.
il y a ensuite la conscience du fait que c'est une chaîne pour arriver jusqu'à la sortie. C'est un business après. Alors ouais, mais de toute façon c'est un business, mais moi je suis vraiment tout sauf anti ça quoi. Il y a aucun problème. Ce que je veux dire c'est que c'est un ensemble de maillons. Ouais. Et il y a celui de la compo, super. Il va y avoir celui de la fixation sur support, donc de l'enregistrement. Donc, qui va enregistrer? Quels sont les interprètes? Je suis guitariste, mais est-ce que c'est moi le bon guitariste pour jouer cette partie? Bref, bien douter. Et ne rien prendre, c'est ça les postures et tout dont je parle, ne rien prendre pour acquis. Et puis avancer dans la meilleure intention d'objectivité. Se dire qu'ensuite, il va falloir enregistrer, arranger avant, produire, mixer, et tout ça. C'est une chaîne. Et la chaîne, s'il y a 9 maillons forts et un qui est faible, ça casse. Ouais. Donc, il faut aussi... Ça inclut une dimension de chance. Ouais. Mais bon, ensuite, c'est là aussi, ça peut être assez mystique, la chance. Est-ce que ça se travaille ou pas? Enfin bref, est-ce que ça s'incante? Est-ce que ça s'accueille? De quelle manière? Bref, comment on se positionne? Et je crois que, en tout cas, c'est hyper important d'être conscient, et au plus tôt, que ce qu'on va sortir à la fin, ce sera effectivement un enregistrement, qu'il y aura une image, quoi qu'on en pense, si on s'adresse, quand on est producteur de musique, on s'adresse à des consommateurs, c'est un produit, donc du coup, voilà, quelle est l'image, quelle est la communication, tout ça, à mon avis, au plus tôt, c'est encapsulé, et au plus tôt, ça fait partie de l'ADN du truc. Quand tu dis du truc, du projet des artistes. Ouais, mais même de l'idée à la base première. C'est là qu'on a une garantie d'avoir quelque chose de très fort. Je pense à l'inverse, que quand on n'a pas grand-chose à dire, on peut avoir tous les moyens du monde, on peut avoir des millions dans la prod, dans la promo. Si le truc est creux à la base, ça sert à rien, ou ça fera la blague une fois, deux, mais les gens s'en lasseront assez vite, quoi. Non, ça sera ce qu'on appelle une belle prod, une grosse prod, un truc, mais insubstantiel. Voilà, c'est quoi le fond, quoi. Ouais. Parce qu'il y a tellement aussi d'albums qui ont été enregistrés n'importe comment. Je pense à l'album de Manu Chao, le Clandestino, moi je me souviens parce que je bossais chez EMI à l'époque, donc ça sortait chez Virgin, et en gros, il y avait zéro objectif de la part de Virgin, parce que il l'avait enregistré sur la route, avec un ordinateur, une petite interface, et on était fin des années 90, donc c'était vraiment le début du home studio, et donc tout le monde disait, non, c'est un album enregistré comme ça, c'est le chanteur de la mano, mais bon, voilà. Et en fait, ça a été badaboum, quoi. Parce qu'il y avait tellement de sincérité, tellement d'amour, tellement de plein de choses dans cet album-là, que au final, la prod, on s'en fout. Au final, ça fait plus de 20 ans qu'il est sorti et que ça reste encore un album majeur partout, voilà. Et que je trouve ce que tu dis, c'est important parce que on a trop tendance, encore aujourd'hui, et toujours aujourd'hui, à mettre les moyens avant l'intention, et avant l'artistique, et avant le pourquoi. Bien sûr, exactement. Et la prod, ça pourrait être comparé au mental, finalement, c'est un moyen, en fait. Si c'est au départ, ça va nous empêcher de faire plein de trucs, ça va nous freiner, en revanche, si on ressent, si on essaye de ressentir et de produire, tout ça, ça sera que du plus, ça sera que de la prise de dimension et tout, mais c'est un outil, quoi. Ça doit être au service du propos, qui est sincérité ressentie, évidemment. Et je pense que ça, c'est le plus difficile, c'est d'avoir cette matière vraie à la base, qui est, comme tu l'as dit, je pense que la qualité aussi et l'évidence de cette chanson-là
vient aussi de ça. Ouais, mais alors du coup, si on est un peu philosophique et tout, Ouais. je veux dire, c'est difficile, d'accord, et en même temps, je veux dire, soit c'est là, soit c'est pas là. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et euh, je crois qu'il y a la vraie question, c'est est-ce que j'ai vraiment envie? En gros, si je suis trivial, par exemple, les jeunes aujourd'hui, et sans faire mon vioc et tout machin, mais les jeunes qui veulent être connus, bah, être connus, c'est pas une envie de faire Non. de la musique, Non. c'est pas une envie de dire quelque chose, c'est juste une envie d'être connu. Ça ne marchera évidemment pas. Ouais. Bah, en fait, Si c'est l'intention. ça va marcher pour une catégorie, mais il n'y a pas d'évidence. Ça sera ultra transitoire. Exactement. Et on passera très très vite à Ah autre bah chose. oui, c'est clair. Alors que l'inverse est vrai, si on a tout le talent du monde et on peut faire tout ce qu'on veut pour se cacher, au bout d'un moment, ça trouvera son chemin. Oui, ça va trouver. Oui, comme une Donc rivière. à mon avis, se dire, ok, qui je suis, qu'est-ce que j'ai à dire, si je suis musicien, pourquoi, machin, etc. Voilà. Moi, je crois beaucoup à ça. Je dirais, c'est d'autant plus étonnant que tu avais déjà cette conscience-là à 20 ans, à une vingtaine d'années, alors qu'on est plutôt à 20 ans dans le paraître, dans l'envie d'y arriver, dans le... Alors, je dirais pas que c'était aussi conscientisé à l'époque. Ouais. C'est-à-dire qu'à l'époque, je faisais mon truc et je réfléchissais pas plus que ça. Je me disais, ok, ça me plaît, et c'est juste, j'allais en fait avec le plaisir, quoi. C'est-à-dire que moi, je crois que le plaisir, c'est des balises qui sont là pour nous montrer le chemin qu'on doit prendre, et que du coup, je me disais, ok, ça, j'ai envie de faire ça. Si tu veux, c'était pas encore conscientisé. Voilà, peut-être qu'aujourd'hui je réfléchis trop, du coup il faut peut-être que je me remette à moins ressentir. réfléchir Ouais. et à plus faire de musique. Ouais. Alors le titre est sorti, enfin le titre en tout cas il a été créé, il est né, et comment vous faites à ce moment-là? Vous avez déjà des contacts dans des maisons de disques, vous envoyez, vous faites une maquette, le parcours classique? Alors oui, on avait donc on a avec Yann, donc on fait on enregistre, on fait en fait on écrit les paroles ensemble. J'avais commencé un peu, on termine ensemble. On a Yann réfléchit à un arrangement de voix que je trouve vraiment génialissime. On travaille donc sur des guitares en plus du sample. Et d'ailleurs, j'ai entendu Nile Rodgers jouer ma guitare. Ouais. Parce qu'au final, c'est ta guitare. En fait, il y a les deux. Bah, évidemment, la guitare de Nile Rodgers dans le sample du flic, mais il y a ma guitare en plus pour faire un autre. Enfin, c'est une histoire de subtilité, quoi. Mais c'est important. Petite question-réponse. Voilà. Et ça fait un autre riff à la fin. Et j'ai entendu Nile Rodgers jouer, y compris ce riff-là avec ma guitare en live. Donc là, c'est vraiment ça doit être le summum, quoi. Génial. Et bref, ça, des synthés, etc. Et puis on arrive assez vite à un morceau qui est produit, qui n'est pas encore mixé, mais dont on entend qu'il est très fort, quoi. Qu'il est vraiment très fort. Puis on le fait écouter autour de nous, les gens nous disent ah ouais, vraiment super et tout, machin. Les voix, qui a fait les voix? Ah oui, c'est Yann. Yann. Voilà, c'est le chanteur dans D'accord. Joe. Enfin, c'est produit par. On faisait tout à deux globalement. Ouais. Mais moi je chantais pas, lui il faisait les voix. Moi j'étais plus sur la musique, on va schématiser, mais ça dépend des morceaux. Mais bref. Et lui plus sur les voix. Comme il enregistre, il fait toutes les différentes lignes vocales avec des harmonisations qui sont pas parallèles, mais qui sont bien pensées, avec une vraie science de l'harmo. Parce qu'il y a pas mal de voix d'empilées. Voilà, c'est pas du vocodeur, c'est vraiment des voix harmonisées et puis enregistrées individuellement. Ensuite, on peaufine le truc, on fait d'autres morceaux. Yann arrive avec un morceau qui s'appelle What I Mean, qui est notre 3e single dans Mojo, et qui, pour le coup, qu'il avait quasiment
quasiment entièrement fait lui. J'avais aussi Chillin', donc le deuxième titre de Mojo, et on l'a... Enfin, j'avais surtout l'instru, et puis on a avancé ensuite sur le morceau. Bref, il y a eu ce jeu de stimulation, de questions-réponses, bon, tout à fait classique dans un duo. Et assez vite, on arrive avec 3 morceaux. On fait écouter ça un peu autour de nous. Et puis, on a des potes qui nous conseillent de faire mixer ça, de faire écouter, parce que ça, voilà, ça pouvait intéresser des labels. Très vite, il y a Hervé Borde, qui est un ami, à qui on fait écouter ça, qui est ingénieur du son, qui vient chez moi, et qui vient avec son Pro Tools de l'époque. Il avait son interface 888, son Pro Tools, voilà. C'est ça, ouais. Ouais, enfin c'était c'était plus pro que la Digi01. D'accord. C'était la 888 et donc voilà, avec le Pro Tools, on tourne toutes les pistes qui étaient dans mon sampler Roland A760 par une table Mackie CR1604. Okay. La TR909, les guitares, les basses, etc. On tourne tout, on met tout dans le Pro Tools, et là, chez moi, j'avais un 2 pièces, et il y avait des câbles partout, enfin, c'était vraiment mort de rire, et puis on a fait le mix. Enfin, c'est Hervé qui a mixé, mais Yann et moi étions là pour assister, pour dire ok, on aimerait bien faire ci, faire ça, machin. C'était lui qui nous disait ok, on va faire comme ça, parce que moi je sais comment ça va sonner et tout. À l'arrivée, avec son mix, il nous a fait, voilà, il a apporté l'œuvre et l'œuvre produite dans un format pro, ample, une patine, et à mon avis, quelque chose de génial qu'il a réussi à faire, c'est de conserver la dimension pop de l'œuvre, qui est plus crossover que les hits de French Touch 1.0, si je suis trivial et tout machin à l'époque, mais de conserver un son qui s'intègre dans cette scène-là. Et ce grand écart-là qu'il a réussi, à mon avis, ça a été une des clés, si je reviens aux différents maillons de la chaîne, machin. Ensuite, évidemment, la rencontre avec Barclay. À l'époque, donc c'était Virgin qui avait Daft Punk, qui avait Superfunk aussi, je crois. Bref, en fait, plusieurs groupes. Il y avait Cassius et tout. Et Universal avait pas leur groupe. Ils cherchaient leur poulain. Cherchaient à aller avoir. Exactement. Donc ça, c'était aussi une rencontre hyper importante. Donc voilà, donc Philippe Logier chez Barclay, super rencontre et tout. Il nous a parlé immédiatement de choses qui nous parlaient, quoi. Il parlait de carrière, il parlait de live, de choses. C'était pas juste on va faire un one shot. On a un tube et on le sort. On le sort, hop, merci, au revoir. Non, c'était un vrai discours de maison, en fait. Et pour revenir à mes histoires de symboles et tout ça, c'était une maison, parce que Barclay, c'était une maison. Même si c'était dans la grosse machine Universal, ça conservait cette... un peu à part. Voilà. C'était un peu, leur bureau était un peu à part. Tout à fait. Et donc voilà, avec Barclay, ça a été une vraie rencontre, ça a complètement fonctionné. Et puis là, oui, on a juste déroulé le truc. Ils ont évidemment très bien bossé. Il y a eu cette idée aussi de sortir la version acoustique, qui était une version bossa nova qu'on avait fait dans tous les circuits Ibiza, tout ça. Il y avait tout un ensemble de recoupements. Il y avait des remixes qui sont arrivés assez vite. Évidemment que tout le monde a bien bossé, je dirais, mais pour être juste, je crois qu'il y a eu aussi une sorte de petite magie. Personne ne comprenait trop ce qui se passait non plus. Tu l'as dit. Et le truc, on était tous un peu en train d'halluciner. Même Universal, à un moment, il venait nous voir, il nous disait, mais
Vous vous rendez pas compte? D'habitude, il faut qu'on aille trimer auprès des médias et tout, genre, voilà, écoute mon artiste et tout. Et là, en fait, c'était le contraire. Mais oui. Et parce que, comme je te disais, moi, on m'avait filé le CD promo à l'époque, parce que j'étais bossé en maison de disque. Et bon, j'ai écouté parce que... Et en fait, c'est vrai, tu le mets sur le truc. Alors, ce que tu as dit tout à l'heure, sur le côté, le son, l'espèce de patine qui avait été mis, c'est vrai que il y avait un truc, moi, qui n'écoutais pas trop d'électro ni Daft Punk à l'époque, tu vois. Là, il y avait un truc qui me parlait, parce qu'il y avait ce son, assez pop, assez MJ, tu vois, assez... on avait gardé ça. Donc moi, pour moi, ça faisait partie aussi de ma culture. Et d'ailleurs, la question que je voulais te poser, il l'a mixé dans ton appart. Ouais. Et il a mixé sur quoi comme enceinte? Il avait quoi tu te souviens? Est-ce que tu te souviens qu'est-ce qu'il avait comme... Je me demande si c'était pas des Mackie. Ouais. HR 824. Ah ouais, les 824. À l'époque, c'était le pendant du Genelec, mais un petit peu moins cher. Mais par contre, elles envoyaient énormément de pâtés. Et finalement, toutes ces enceintes, c'est marrant parce qu'en fait, que ce soit les NS10, les Genelec ou alors les 824, c'est que des enceintes hyper colorées, quoi. Rien n'est complètement droit. Et tu t'entendras toujours des gens dire ouais, ça c'est nul, ça c'est trop, ça respecte pas du tout. Mais en fait, c'est pas la question. Et c'est comme pour un micro, c'est comme pour un synthé ou machin. Il n'y a pas de mauvais outils. Il y a juste à quel moment je l'utilise, pourquoi faire, est-ce que je connais mon truc. On revient sur la sincérité, le fait de voilà. Est-ce qu'il fonctionne bien pour moi? Exactement. Voilà, moi, tu vois, j'avais des Genelec 1030 que j'aimais pas du tout, et j'ai gardé mes NS10. Exactement. Et je suis habitué aux NS10. Alors oui, bien sûr, c'est peut-être les pires enceintes du monde, mais en tout cas, moi, c'est là-dessus que j'aime bosser, quoi. Donc, on a l'habitude de dire que c'est pas le résultat qui compte, c'est l'intention. Mais moi, je pense que dans l'art, qui est éminemment libéral, et c'est exactement le contraire. C'est pas l'intention qui compte, c'est le résultat. C'est-à-dire que si l'intention, évidemment, c'est le propos, c'est le motif, je reviens pas là-dessus. S'il n'y a pas d'intention, c'est même pas la peine de vouloir s'exprimer. Mais ça, je veux dire, c'est intime, c'est à soi, etc. Mais quand je dis c'est le résultat, ce qui est important, c'est pas de se dire ok, j'ai fait ci parce que il y a uniquement ce qui va me coller les poils et ce qui va coller les poils aux autres. Voilà. C'est tout. Exactement. Comment ça a été fait au final? Enfin, c'est de la cuisine interne. On aime tout ça dans la musique, savoir tiens, t'as utilisé quel matériel ou quoi aux caisses. Mais c'est en aucun cas une recette. Et c'est en aucun cas, voilà, c'est valable parce que cette personne-là, elle a mixé dans ton appart avec des Mackie 824 et que lui, c'était l'endroit peut-être idéal du moment pour le faire. Exactement. Et c'était comme ça. Il a amené son Pro Tools et tout ça pour être au plus près de là où j'avais ma prod en condition avec ma table de mixage et mes trucs comme ça. Et il a dit ok, on va faire ça comme ça. Il y avait des câbles qui traversaient entre la table basse, la télé et tout. Hop, on a fait cette acquisition là. Ensuite, une fois que c'était dans le Pro Tools, bon là t'es beaucoup plus libre. Mais je crois aussi qu'il a mixé sur place parce qu'il y avait une sorte d'alignement et tout. Enfin, c'est-à-dire que tu es aussi proche de l'étincelle pour revenir à l'entité et tout ça. C'est ce que j'allais dire, le mec il a été suffisamment malin pour aller bosser là où il y avait la flamme, quoi. Voilà. Il y a une phrase de Victor Hugo que j'aime beaucoup et qui était mystique et spiritiste. C'est qu'il n'y a rien de plus fort qu'une idée dont le moment est venu. Et moi, je crois que c'est central dans nos métiers. Et je dis ça de manière totalement adogmatique. Enfin, je veux dire, chacun voit ce qu'il veut et tout machin. Mais il y a une chose dont on ne peut pas s'affranchir en tant qu'être humain, et en tant qu'artiste, c'est son ressenti. Et c'est ça qu'il faut écouter, cette force-là. Alors on l'appelle comme on veut, machin, mais quand il y a cette étincelle, il faut être tout de suite sur le moment, sur l'instant,
Et alors ensuite, on a toute l'horizontalité, on a le travail au dictaphone, on sifflote, on chante au volant, on travaille, on répète des gammes, on lit des modes d'emploi, on les relit, enfin, bref. Mais en étant tout le temps à l'écoute de ce moment qui fait que, excuse-moi, mais là, il faut que enfin, tu vois, c'est l'urgence du moment, dès que c'est fort, c'est bon, c'est là, c'est tout de suite, quoi. Alors, question, comment tu te fais confiance là-dedans? Parce que moi, je rencontre pas mal d'artistes, j'essaie de les pousser à ça, et il y en a qui s'écoutent pas assez, on s'écoute de toute façon pas assez, puis notre système scolaire nous aide pas non plus à la base, quand on est enfant, à apprendre à nous écouter, mais je trouve qu'il y a plein d'artistes qui à un moment donné ne se font pas assez confiance, parce que quand tu parles de ça, on sent une confiance. C'est-à-dire que tu te fais confiance dans l'instant. Alors moi je suis quelqu'un de cynique au sens premier, c'est-à-dire que je m'écoute que moi, quoi. Ouais. Je dis pas que j'écoute pas les autres, j'écoute beaucoup les autres, je lis, bref, évidemment je confronte et tout machin, mais in fine, en fait j'ai que ma vie à vivre, j'en ai pas une autre et je vais pas vivre celle de quelqu'un d'autre, donc c'est ce que je ressens que je vais faire. Et je pense que voilà, il y a plein de manières de faire cette recherche de sincérité. Bon bah il y a plein de méthodes, mais bon, on se connaître soi-même et puis voilà, il y a plein de façons pour ça, à mon avis. Et pour revenir au cynisme, je pense qu'il faut essayer de se libérer, quoi, de toutes les postures sociétales, culturelles, sans être dans une société, dans une jungle et tout. C'est pas du tout ce que je dis. Au contraire, je pense qu'on a vraiment de la chance de vivre dans un monde qui est réglé, et à savoir libre. Mais je pense qu'il faut être iconoclaste aussi. Je pense qu'il faut dépasser ça et tuer en gros sa famille, sa culture, son époque, son tout ça. Il faut casser tout ça pour en fait pour trouver qui on est, quoi. Et là, on n'a qu'à dérouler le truc, quoi, parce que je pense qu'on a tous quelque chose à dire. On a tous quelque chose à dire. Et ça peut être par la musique, ça peut être par dans la musique, ça peut être par le mix, ça peut être par l'interprétation. Moi par exemple, aujourd'hui, j'ai vraiment compris que je suis pas parolier, par exemple. Tu vois, il y a 20 ans, je me disais ok, je vais faire tout un ensemble de trucs. En fait, tu vois, le fait d'écrire des paroles, à la rigueur, c'est quelque chose qui me plairait, mais je suis beaucoup trop lent. Je vais mettre 50 ans pour écrire un texte. En gros, j'y vais à reculons. Alors que quand je prends j'y vais à reculons. J'y vais à reculons, bien sûr. C'est le plaisir qui guide le chemin. Exactement. C'est le plaisir. Et en fait, le fait d'y aller à reculons, alors des fois on est obligé, parce qu'on n'a pas toujours la possibilité mais je trouve que c'est un excellent indicateur. C'est que dès l'instant où on y va à reculons, c'est que c'est pas le bon chemin. Exactement. C'est qu'on doit faire autre chose. Et en revanche, je me rends compte que quand je compose, je suis jubile, quoi, parce que c'est vraiment tout. Et ben j'en fais des caisses et j'en ai, voilà, des compos, j'en ai des centaines en stock. Bon, maintenant il faut que je retrouve un peu de temps pour les et de quotidienneté comme quand j'avais 20 ans pour enregistrer tout ça, mais en réalité je suis pas obligé de tout faire moi dans la chaîne de compétences. Déjà je les ai pas toutes, tant s'en faut, et ensuite je peux tout à fait collaborer. Par exemple, il y a quelque chose que je me dis depuis quelque temps, c'est que j'ai vachement envie, alors que je suis producteur, de bosser avec des producteurs, parce que je mesure que je prends plus de plaisir à composer. Et bah peut-être qu'il faut que je passe mes compos. Un peu te laisser guider. Me laisser porter. Trouver la personne qui va t'emmener. Exactement. Et qui va aussi te soutenir, t'aider. Voilà. Enfin, quand je dis aider, c'est à un moment donné de trouver une espèce de confort et puis de rivière qui t'emmène naturellement. Exactement. Là où tu vas aller. Mais c'est une aide mutuelle, c'est-à-dire que chacun se nourrit et verse, etc. Quand on voit, à un moment je bossais sur, tu vois, le forum, je bossais quelque part, mais bon, je lisais des choses et
je discutais sur le forum Gearslots. Ouais. Et donc, à un moment, j'ai eu l'opportunité de discuter avec Georges Massenbourg. J'ai échangé avec lui et tout, machin. Et donc, c'était vraiment génial. Je lui parle d'un disque et je lui dis, mais comment t'as fait pour avoir un son pareil? Enfin bref. Et en gros, il m'a répondu, mais regarde la liste du personnel. Et en fait, l'arrangeur, le guitariste, la scie, ça, la chanteuse, ok. Et tu vois tout le truc, tu fais, ah ouais, ok. Et en réalité, sans être trop dans des clichés, eh ben, les ricains qu'on taxe assez vite d'individualisme et tout, machin, ben, en réalité, ils savent vraiment bosser en équipe. Ah, mais ça bosse en équipe. C'est-à-dire que chacun va être hyper spé dans un truc. Exactement. Genre moi, ok, je programme juste des boîtes à rythme. Ouais, Par contre, super. je suis cadre. Mais oui, mais c'est... Et ça, humilité d'arriver à circonscrire le pourtour de ce qu'on sait faire ou pas faire, et se dire ensuite comment on va s'insérer dans une chaîne hyper balèze. Parce qu'en réalité, si tu écoutes Thriller, bah, c'est que des tueurs. Il y a juste... Et puis, évidemment qu'il y a Mike. Oui, mais il y avait 20 tueurs. tellement de musiciens, il y a tellement d'arrangeurs, mais même autour de Bruce Whedon, t'avais énormément, enfin t'avais du monde quoi. Voilà. Et lui en fait, quand il poussait le bouton, il poussait le bouton peut-être une fois dans la journée, mais il poussait le bon, et ça défonçait. Donc c'était fait en sorte pour que... Et un des gros menteurs de notre époque, c'est, alors je suis tout sauf anti-techno et tout, technologie et tout machin, mais c'est quand même qu'avec un laptop, on est capable de 50 métiers, c'est faux. Alors, si on peut être capable, mais on est incapable de pouvoir faire 50 métiers. Ouais, voilà. Enfin, c'est... En théorie, ok, mais il faudrait avoir 1000 vies pour travailler tous ces pans-là et tout. Et moi, je crois que voilà, c'est top, mais quand il réfléchit, un Jones qui va avoir un laptop et qui va faire un track en 1 heure, machin, ok, bon, super. Mais en réalité, il a fait quoi? Il a fait le travail de compositeur, d'arrangeur, d'ingénieur de prise, d'ingénieur de mix, de directeur musical, à savoir producteur. Enfin, c'est le nombre de métiers propres. C'est ultra compacté. Alors des Stevie Wonder ou des Prince, ça existe. Les gens qui savent faire 20 ou 30 choses, ça existe. Ça court pas non plus. Mais il n'y en a pas beaucoup. Ça court pas les rues. Ces mecs, il faut quand même redescendre un peu. Oui. Et donc tout ça pour dire, je sais pas du tout pour faire mon réac et tout, mais ce que je veux dire, c'est que, à mon avis, un des trucs qui est fondamentaux, c'est de circonscrire le pourtour de ce qu'on sait faire ou pas faire. Et tiens, moi, tu sais quoi, ça, je sais pas du tout faire. Par contre, je vais faire juste des guitares. Mais si je te fais ma guitare sur ton projet, ça va le faire grave. Parce que drôle, j'ai fait une vidéo qui s'appelait Arrêter le home studio et le DIY. Je me suis fait défoncer, mais le fond de la vidéo, c'était de dire ça. C'était de dire, voilà, ok, vous pouvez tout faire. Bien entendu, on peut tout faire. Bien entendu, si vous achetez un plugin SSL, vous allez peut-être penser que vous travaillez sur un SSL. Mais sachez que le mec a poussé le bouton sur la SSL, il sait pousser le bouton sur la SSL. Ce qui n'est pas votre cas, ce qui n'est peut-être pas mon cas, ce qui est, en tout cas, faut pas se tromper non plus, et de penser que, parce que l'outil aujourd'hui, la technologie le permet, qu'on est capable de connaître tous les métiers. Et déjà de savoir bien produire, c'est déjà une bonne chose. Après, de mixer, de vouloir faire un master, même faire la production, l'arrangement, savoir comment on aligne des pistes, enfin tout un tas de choses. Comme tu dis, les prods, de toute façon, t'écoutes les prods hip-hop français et les prods hip-hop US, tu vois tout de suite la différence. Parce qu'en France, c'est fait par un beatmaker et c'est limite mixé par un beatmaker, c'est pas... Alors que là-bas, c'est fait par des beatmakers, après ça repasse dans les mains d'un vrai producteur qui va finaliser, il y a des vrais ingé son derrière, enfin voilà, il y a tout un tas de trucs, et au final... C'est beaucoup plus pro, c'est beaucoup moins amateur, en fait. Et le résultat, il est là, quoi. Il est juste incroyable, quoi. Donc très bien. 20 ans après, aujourd'hui, tu dirais, quelle a été la rencontre la plus importante pour toi dans ce que tu as fait? Bah, je dirais celle
celle de Yann, ouais. Je crois que c'est ouais, c'est avec Yann que j'ai fait Mojo et que sur tel morceau ou tel morceau ou tel morceau, il est fait 90% ou j'ai fait 90%. En fait, c'est même pas la question, on s'en cogne royalement. Ce qui est important, c'est qu'il y a eu cette émulation et que j'aurais et lui non plus, voilà, oui. Aucun de nous aurait été capable de faire Mojo tout seul. Et ça c'est vraiment génial. C'est quand il y a cette émulation, cette alchimie, et qu'au bout du compte, il y a quelque chose de fécond avec l'apport de personnes. Évidemment, avec Yann, on est très différents sur plein de trucs, on a plein d'idées différentes, on a plein de machins. En même temps, musicalement, dès que enfin, je sais que dès que, je sais pas, il y a des fois on se regardait, on savait exactement ce qu'il fallait faire, machin, on pensait à la même chose. Et donc ça c'est hyper important aussi, de trouver la bonne alchimie. Ensuite, c'est protéiforme, hein, ça peut être une personne, ça peut être, je sais pas, Arcade Fire, ils sont 11 ou je sais pas quoi, ça peut être, ça dépend il y a pas une recette, il faut être 2 ou 3 ou 4, évidemment. Il faut juste voir ce qui marche en fait, et être à l'écoute de ça. Et c'est ce qui fonctionne, c'est cette énergie-là qui doit commander tout le reste, guider tout le reste. Quoi. 20 ans aussi après, le business de la musique a complètement changé, quasiment. Toi aujourd'hui, bon, j'imagine que tu continues à faire de la musique, maison de disques, pas de maison de disques, quelle est ta vision un petit peu de tout ça, sachant que tu as connu, je dirais, un titre donc, qui a été partout dans le monde, qui a cartonné, donc tu étais forcément, j'imagine, tu avais un contrat qui devait être bien ficelé, et donc tu as vécu ça. C'est quoi aujourd'hui un peu ta vision de ce business-là? Est-ce que tu penses qu'on peut refaire un Lady sans l'aide d'Universal ou de Sony? Est-ce que, voilà, quelle est un peu ta vision là-dessus? Moi, je crois que pour en revenir aux propos, du coup, à ce qu'on a à dire comme en tant qu'artiste, moi j'avais quelque chose à dire qui s'insérait dans une scène, la French Touch. Bon, c'était donc la fin des années 90, début des années 2000, tout le monde a compris que c'était une époque. Et il y avait Y2K, il s'est passé beaucoup de choses, l'arrivée de la bulle, Internet, enfin plein de trucs. Et ces moments de transition, c'est toujours hyper frétillant, et on avait quelque chose à dire. Et pour moi, il y avait des choses, voilà, qui correspondaient à des choses que j'avais envie de dire et que l'époque avait envie d'entendre. Je crois qu'aujourd'hui, il faut s'interroger sur qu'est-ce qu'on a à dire tout le temps, mais ça c'est intemporel et c'est une règle absolue. Et sinon, on n'est pas artiste, même si tout le monde crée d'une certaine manière. Mais bref, un artiste doit s'interroger sur ça. Le pendant de ça, c'est qu'est-ce que l'époque a envie d'entendre, et donc qu'est-ce qui la caractérise, et qu'est-ce qui va la caractériser aussi dans sa mutation, etc. Moi, ce que je crois, c'est que l'époque, elle est faite essentiellement aujourd'hui de choses qui sont assez dures. On danse tous un peu la polka. Alors là, peut-être qu'il faut faire de la polka. Non, on est tous voilà, un peu tendu, un peu stressé et tout. Je crois que l'époque est à l'hypercommunication, à une forme de violence dans les rapports, clairement, d'anonymat, de mépris au sens objectif de l'autre, mais subjectif aussi, quoi. En gros, je t'ajoute, je te zappe, je te machin. Bref, c'est assez violent et froid. C'est un peu,
et les réseaux sociaux et Internet, c'est un peu une solitude peuplée, comme disait François Mauriac à propos de Paris. Et ben, en fait, ça s'applique aussi au réseau, je crois. Donc, dans toute cette électricité-là, qu'est-ce que l'époque... Il y a quoi comme place? À mon avis, il y a la place pour un message, oui, tout le temps, d'unité, d'amour, de tout ce qu'on veut, de beauté, Ok. Évidemment, il faut savoir que ça restera très transitoire parce qu'on zappe très très vite. Donc l'époque, ça va vite, ça machin. Donc ça, c'est pas simple. Est-ce qu'il y a encore la possibilité pour qu'un courant artistique, une scène et tout machin, se développe et tout? Moi, j'en suis pas totalement convaincu. C'est éminemment... si je fais ma critique, je trouve ça éminemment démissionnaire, alors que j'ai eu la chance d'entendre, je sais pas, la musique des années 70, 80, la musique extraordinaire, deuxième moitié du 20e, et d'être inspiré par ces immenses artistes, mais et donc il faut pas dire ça, mais c'est important de s'interroger sur la place qu'il y a, quoi. Qu'est-ce que l'époque a envie d'entendre, et comment on peut aussi provoquer certaines choses, bousculer un peu les choses. Donc pour moi, oui, il y a toujours quelque chose à dire, mais bon, voilà, il faut vraiment s'interroger sur ce qu'on va venir provoquer un peu dans l'époque, quoi. Bon, c'est des propos hyper vastes, hein, mais c'est important de poser ces équations-là, je crois. Je suis d'accord, et c'est vrai que face à un petit peu à ce qui se passe, en plus là aujourd'hui en ce moment, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle dans la musique. Je sais pas si tu as vu un petit peu ce qui se passait. Maintenant les mecs arrivent à faire, je crois que c'est David Guetta qui a fait chanter Eminem, et que c'est pas Eminem, c'est une intelligence artificielle, et puis voilà, maintenant tu peux écrire un texte. Si tu sais pas écrire de texte, on va t'écrire un texte. Si tu sais pas composer musique, eh bien on va t'écrire une musique. Et c'est vrai que y a plein d'outils, on voit les packs, tu drag and drop des séquences de suite d'accords et tout ça. Oui, je pense mais c'est comme la bouffe. T'as McDo, et puis t'as le petit bistrot du coin, ou le bon Gastos, et je pense que ça va être la musique, ça va être ça aussi, quoi. Et c'est ça. Intéressant, mais alors moi, si je déroule juste ma petite musique, en rebond à ce que tu viens de dire, c'est tout à fait personnel, hein, je dis absolument pas que j'ai la science infuse, mais c'est uniquement mon avis, ma résonance. Quand j'entends ça, moi, ce que je me dis, c'est l'intelligence artificielle, ça n'existe pas. Il y a l'intelligence, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Il y a des programmes informatiques qui, avec un ensemble d'informations, sont capables de nous donner l'illusion qu'il y a une conscience. Or, c'est que des puces informatiques. Donc désolé de casser le truc. Non, mais moi c'est ma vision. J'ai le même avis que toi. Pour moi, l'intelligence artificielle n'existe pas. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de se faire peur. On est en train de se faire peur soi-même, et de se dire, est-ce que l'humanité est pas en train de disparaître? À mon avis, ce qu'on est en train de faire je vais rester avec tout ça, c'est se faire peur, se dire, est-ce que c'est pas Robocop, Terminator, est-ce que c'est pas là en train d'arriver? Et oui, on va y arriver en fait à faire péter la planète si on veut, mais c'est pas la question. On est, à mon avis, en train de se faire peur. Alors, est-ce que c'est capable de composer, machin? Tout ça, c'est Blade Runner, c'est quelle est notre humanité? Est-ce que notre humanité peut disparaître? Est-ce qu'on peut la perdre? Est-ce qu'une machine peut nous remplacer? Bon, ça, c'est des thématiques fortes. C'est la peur de disparaître, la peur de la disparition de sa conscience. Et là, moi, ça m'inspire. En revanche, être sur... tiens, je vais mettre un chat GPT, est-ce que tu peux me dire si je dois mettre un Do majeur 7 ou un... Ça, moi, j'en ai rien à connaître. Mais c'est perso. Mais oui, non, mais parce que
tu n'es pas dans la forme, tu es dans le fond. C'est-à-dire que voilà, la musique aujourd'hui, et je pense qu'elle est de plus en plus à double vitesse. C'est que tu parlais tout à l'heure des jeunes qui veulent faire l'illusion sur les réseaux et tout ça, bah, c'est la même chose en musique. Et quelque part, il y a toujours eu, même dans les années 80, des groupes qui prenaient les recettes des uns et des autres, qui prenaient le producteur en vue du moment, qui sortait un album, qui était une grosse prod bien fait, mais qu'au final, c'est des albums qu'on a oubliés très rapidement. Sauf qu'aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite et que c'est accessible grâce à un ordinateur en faisant de la musique à la maison. Tout le monde est musicien, tout le monde est artiste. Bon, ça avait commencé avec la Starac, hein. De chanteur de karaoké, on a changé de statut de chanteur de karaoké à star. Ouais, ça a été immédiat. C'est vrai. C'est la même chose. Et pourtant, c'est la même chose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est malgré tout le cadre dans lequel les artistes, avec conscience ou avec un discours, doivent faire leur chemin. Mais moi, je reste assez positif malgré tout. Comme je suis d'accord avec toi sur le côté peur, mais de toute façon, la société aujourd'hui est une société de peur. On nous fait peur partout. Tu allumes la télé, tu as peur. Pourquoi? Parce que la peur permet de canaliser aussi pas mal de choses. Mais je pense qu'au contraire, les artistes, il y a pas mal d'artistes indépendants qui trouvent une audience, et qui n'est pas une énorme audience, mais qui leur permet malgré tout de pouvoir exister et vivre, parce qu'ils sont indépendants, donc ils ont, on dirait 100% du gâteau, et ce qui leur permet d'être sincères dans leur travail, leur avancée, et tout un tas de choses. Donc, bien sûr. J'essaie de rester assez positif là-dessus. Ah, mais tout à fait. Non, mais moi, je suis tout à fait aussi sur cette positivité, cet optimisme, et de manière chronique, hein, il y a évidemment que des belles choses à faire, à trouver et tout. Juste, bon, bah voilà, force est de constater qu'il y a quand même beaucoup de tensions dans l'époque sur plein de choses. Et est-ce que c'est un terreau infertile? Je crois pas du tout, ouais. Effectivement. Je crois effectivement qu'il y a plein de choses à dire. La difficulté, c'est d'arriver à se poser, à mon avis, d'arriver à éclaircir les choses, à se dire, ok, on n'est pas juste dans une frénésie de, ok, la planète va sauter, machin, là. Il faut arriver à se poser et puis voir ce qui apporte évidemment ce qui fait rire, ce qui fait plaisir, ce qui rend heureux, ce qui donne envie de, voilà, c'est ça que la musique doit chercher. Bon, ça, en fait, une émotion d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de, il faut, c'est à mon avis, l'art doit interroger tout simplement. Mais pour le coup, et pour revenir à cette interrogation sur la peur qui nous obnubile, à mon avis, en ce moment, à savoir la disparition de notre conscience, la perte de notre humanité, je crois que l'art a comme propos ultime le fait de d'être un miroir, de nous montrer qui on est. Et c'est vrai en musique, c'est vrai dans tous les autres arts, et ce sera vrai plus tard, parce que c'est aussi le carbone 14 d'une société. Quand on étudie les Égyptiens ou machin, on étudie leur art. C'est le témoignage, c'est peut-être aussi dans cette métaphore, là, ce qui s'approche un peu plus de l'objectivité ou d'une forme de vérité. C'est que finalement,
tous les comptes rendus hyper rationnels et tout, d'accord. Mais une compo, un tableau, bah, peut-être que ça exprime une vérité humaine beaucoup plus précise. Alors tu penses que dans un siècle, ils vont dire quoi sur l'autotune? Comment ils vont pouvoir analyser ça? Grosse question. Grosse question. On va en rester là, sur la question de savoir non répondue, et sur laquelle on ne répondra pas nous, savoir comment interpréter l'autotune et ses excès. Voilà. Romain, merci beaucoup. Merci Julien. Et bien j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré. Ah, écoute, moi merci. Ce genre de discours fait vraiment du bien dans la musique. Merci à toi. Et donc je vous dis à très bientôt. Ciao. Ciao. C'était génial. Merci. 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 Super cool.